Merci beaucoup pour cette intervention. Donc maintenant, nous allons passer au troisième intervenant, donc Charles Stepanov. Donc l'an dernier, nous avions eu l'élève. Cette année, nous avons le maître qui nous fait le plaisir de venir nous faire une petite intervention. Donc Charles Stepanov, vous le connaissez, c'est celui qui a écrit donc L'animal et la mort, donc un livre vraiment que l'on vous conseille, qui débroussaille vraiment tout ce qu'on peut penser, toute la relation qu'on peut avoir avec justement cet animal et la mort dans nos campagnes, dans notre ruralité. Donc voilà, Charles, c'est à vous. Bien, bonjour, merci beaucoup à la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour son accueil, son aide logistique dans une enquête que je mène. Je tiens à vous remercier aussi, vous dire ma gratitude pour l'accueil, l'aide que vous accordez à Léa Filiu, doctorante de l'école pratique des hautes études. Vous l'avez constaté, c'est une chercheuse brillante, sa recherche est prometteuse, elle va aider l'anthropologie à mieux comprendre ce rapport à la nature que vous pratiquez, que vous représentez, et c'est bien sûr, cette recherche sera un succès grâce à tout ce que vous donnez, grâce à votre coopération. Donc merci. Alors je vais évoquer mes recherches. D'abord, le point de départ, ça a été la Sibérie du Sud, où, jeune étudiant, j'ai commencé mes enquêtes en DEA, puis en thèse, dans un contexte qui est le pastoralisme dans des steppes de montagne, des gens qui sont nomades, qui vivent dans des yourtes. Et, excusez-moi pour quelques images choquantes, mais je ne pense pas qu'elles choqueront beaucoup les chasseurs, la mort des animaux est présente au quotidien dans ce mode de vie, elle n'est pas cachée. Vous voyez, c'est un moment familial, les enfants y participent, les filles et les garçons, et quelques minutes finalement, après la mise à mort de l'animal, il est dans l'assiette, on le mange, on participe tous ensemble à la préparation, et il n'y a pas ici de camouflage de l'origine de la nourriture, puisque ça fait partie de l'autonomie indispensable pour exercer ce mode de vie nomade. Ce qui est frappant aussi, c'est que dans ces élevages pastoraux, on ne trouve pas de frontières infranchissables entre le bétail et les animaux compagnons, ou en termes juridiques, entre les animaux de rente et les animaux de compagnie, comme chez nous. Les agneaux, par exemple, à la naissance, une bonne partie vont vivre dans la maison. Ils sont protégés du froid dans la nuit et ensuite rendus à leur mère pour qu'elle les allaite. Il y a donc un lien extrêmement fort, intime, noué avec ces animaux au quotidien, et certains deviennent de vrais amis, des compagnons. Donc ils franchissent cette frontière que nous avons établie entre les animaux de rente et les animaux de compagnie. Alors des chasseurs, oups, je vais aller trop vite, voilà, là c'est chez les Toujou, des éleveurs de rennes et chasseurs. Vous voyez ici un chasseur, c'est pas comme dans les Landes, hein, vous voyez, c'est différent, c'est à dos de renne, il y a malgré tout évidemment un fusil et un chien, et donc ils vont chasser dans la forêt des grands cervidés, des rennes sauvages, des élans, quelquefois des ours. Ici, vous avez une vue d'un moment d'une chasse à l'ours. La chasse à l'ours est quelque chose d'extrêmement riche et complexe, qui ne peut jamais être réduit à quelque chose, évidemment pas réduit à la régulation, puisque c'est aussi un acte religieux. L'ours est considéré comme un ancêtre, on l'appelle grand-père. Les gens vont éviter d'employer le terme ours, vont dire le grand-père. On ne dit pas « je vais aller tuer un ours » ou « j'ai tué un ours », mais « je suis allé prendre le thé avec le grand-père » et tout le monde comprend. C'est une forme de respect pour l'intelligence de cet animal qui ressemble à un humain par certains aspects. C'est un concurrent de l'humain puisque c'est le principal prédateur dans la taïga sibérienne. Et il est donc à la fois un gibier, un compétiteur, un ancêtre,
un être qu'on respecte et dont on demande la protection. C'est quelque chose de complexe et paradoxal qui fait toute la richesse de l'activité synégétique chez ces peuples autochtones et qui fait que, par exemple, on va lui parler. On parle au gibier, on s'adresse à lui avant de le tuer. On demande, avant d'attaquer l'ours dans sa tanière, on le réveille d'abord, on ne va pas le tuer quand il dort, on le réveille pour avoir un face-à-face, et on lui dit « tout doux, nous sommes venus te rendre visite, ne fais pas trop de bruit ». Et ensuite, tout est utilisé, la viande, la bile est utilisée, moyen thérapeutique, la peau ici que vous voyez suspendue, et le crâne ensuite est déposé dans la forêt. C'est un acte rituel qui prépare la résurrection de l'âme de l'ours. Voilà, donc la chasse et tout ça pour nourrir l'ethnologue, vous voyez, puisque le travail de l'anthropologue est fondé sur l'immersion, l'observation participante, et c'est ce que fait justement Léa parmi vous en ce moment. Alors, revenu en France, ce qui me frappait, c'était en fait la comparaison qui permet de découvrir, en prenant du recul, ce qu'il y a de spécifique, d'étrange dans nos catégories, dans nos cloisonnements. Nous séparons les animaux en catégories étanches et quand ces catégories sont transgressées, quand ces frontières sont transgressées, alors il y a scandale. Et les scandales, de plus en plus nombreux concernant les animaux, sont très révélateurs de nos cloisonnements mentaux. Par exemple, ici, nous voyons un scandale qui a eu lieu l'année dernière, au moment du concours agricole à Paris, une vache de race ferrandaise, une petite race locale très adaptée au réchauffement climatique et que les éleveurs essaient de mettre en valeur, faire découvrir aux Parisiens. Elle était attachée à un poteau ici et ça a suscité l'indignation de nombreuses personnes, de nombreux Parisiens qui voyaient une maltraitance, un manque de respect, une vache devant être dans un pré loin des villes. On peut se demander pourquoi ce traitement particulier de la vache, alors que pour le chien, ça ne suscite aucune indignation. Il y a au contraire, souvent on peut voir près des boulangeries, des anneaux pour attacher son chien. Pourquoi? Le chien est descendant du loup. Est-ce qu'il est plus adapté à la vie en ville que la vache? Pas nécessairement. Mais on voit qu'on a une différence ici de catégorie entre l'animal de rente, la vache, qui doit être éloigné, et un animal compagnon. Et même problème, même transgression pour ce qui concerne le cheval. Et à nouveau du scandale, où faut-il ranger le cheval? Est-il animal de rente ou est-il animal de compagnie? Et vous voyez ici une campagne contre la boucherie chevaline qui nous montre très bien cette injonction finalement à choisir, à ranger dans une catégorie l'animal. Il est soit ami, soit rôti. Mais il ne peut pas être les deux. Eh bien, quand on a vécu chez les peuples cavaliers, les peuples pasteurs de Sibérie du Sud ou de Mongolie, cette bipartition, elle est étonnante, elle n'est pas du tout intuitive, puisque les peuples qui ont domestiqué le cheval le considèrent à la fois comme un ami, le meilleur ami, mais aussi comme une source de nourriture. Il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, il est nécessaire, il est indispensable, c'est le dernier respect qu'on doit donner à son cheval, à sa monture, c'est de le manger une fois qu'il est vieux, dans un acte de communion rituelle. Et certainement pas l'envoyer à l'équarrisseur comme on fait en France. Donc on a cette bipartition entre l'animal enfant, d'un côté, animal ami, et puis un autre traitement des animaux que vous connaissez tous, qui sont les poussins broyés, par exemple, ou la production animale intensive, qu'on peut difficilement appeler même de l'élevage, où l'animal est traité comme un minerai. Alors, dualisme, schizophrénie étonnante d'un point de vue anthropologique qu'on ne voit dans aucune autre société. Tout ça est une évolution récente, puisqu'il y avait un lien de proximité avec les porcs il n'y a pas si longtemps, qui faisaient partie de la ferme, de chaque ferme, avec lesquels on pouvait avoir une relation de familiarité. Vous voyez, ils pouvaient être tenus en laisse.
Il y avait les foires aux bestiaux qui fait qu'on voyait partout, y compris à Paris, des animaux, du bétail pour la vente, des tueries de rue. Et tout cela a disparu au moment même où nous avons mangé de plus en plus de viande. Nous mangeons 4 fois plus de viande en France qu'au début du XIXe siècle. Donc on a un phénomène extrêmement paradoxal d'invisibilisation des animaux de rente, d'invisibilisation de l'acte de la mise à mort, de l'origine de la viande, et en même temps une industrialisation, démultiplication de la consommation de cette viande. Et c'est là que se nouent beaucoup de paradoxes, y compris affectifs et éthiques, qui commencent à exploser dans des situations de plus en plus courantes. Et ce qui m'a intéressé après la Sibérie, dans les chasses en France, c'est qu'on avait là en quelque sorte une exception à ce phénomène d'invisibilisation de la mort des animaux. Au contraire, ça restait ici un lieu bizarre, la chasse, une espèce d'îlot dans lequel il y avait une forme de résistance au camouflage. Puisque, au contraire, ici, la mort n'était pas du tout cachée, elle était au centre de collectifs. Vous voyez en haut à gauche, c'était une chasse au renard, chasse à courre renard. En bas à droite, chasse à courre au cerf. Tout le monde s'assemble autour de la découpe. Et pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'enfants qui participent, c'est le seul moment de leur vie où ils vont voir la réalité de l'origine de la viande qui est camouflée partout ailleurs. Donc on a ici une institution, un lieu tout à fait intéressant. Ici, c'était une battue au renard. Une belle journée, vous voyez, dans quelques champs de maïs, en une matinée, dans la Beauce. Et puis un sanglier d'une petite chasse familiale chez des agriculteurs. Et à nouveau, eh bien, on a immédiatement la découpe, la préparation, le partage des morceaux, qui me ramenait d'une certaine manière un petit peu en Sibérie, dans ce partage de la viande. Voilà, la mise à l'honneur de l'animal, de la chasse, de la mort, la mise à l'honneur aussi de l'amitié, de la coopération avec le chien, prend une forme sacralisée même dans certains cas, comme dans ces messes de Saint-Hubert, auxquelles les chiens participent, donc sont associés au rituel religieux, à ce qu'il y a de plus sacré. Et l'animal mort, le trophée ici, est présenté, offert. Ici à Saint-Hubert, on sait d'un point de vue anthropologique et historique que c'est un prolongement de rites très anciens qui remonte au culte de la déesse Diane, dont Saint-Hubert est l'héritier dans les Ardennes. J'ai aussi enquêté du côté des militants anti-chasse pour comprendre, grâce à ces conflits, quelles sont les confrontations entre des visions du rapport de l'homme à la nature, entre des conceptions de ce qui est légitime comme rapport aux animaux, et donc comprendre des causes qui fait que des gens étaient prêts à se taper dessus, à s'envoyer à la gendarmerie ou à l'hôpital autour de la question des animaux. Donc c'était très éclairant de voir la perception du cerf chez les militants anti-chasse, chez les veneurs, la perception de la forêt. Finalement, il y a beaucoup de choses en commun. Il y a un même amour pour les grands cervidés, une même fascination pour le cerf, le roi de la forêt, un même amour pour la forêt elle-même comme un milieu à protéger, mais des conceptions différentes sur la souffrance, sur la définition des animaux. Est-ce que c'est la souffrance qui est l'essentiel, la sensibilité, ou est-ce que ce sont les relations écologiques? Bref, des conflits qui ont des fondements philosophiques profonds. Voilà, plus récemment, je me suis intéressé aux chasses traditionnelles en faisant des enquêtes, une petite enquête dans les Causses, dans le Larzac, autour de la tandelle. On évoquait tout à l'heure les chasses traditionnelles, elle en fait partie. La tandelle qui permet de capturer des grives. Et donc, l'objet de l'enquête ici est de comprendre les savoir-faire, les connaissances écologiques qui sont associées à cette pratique, et des connaissances de la terre, du paysage, qui ne peuvent se transmettre que dans cette pratique,
de génération en génération, et les tendeurs sont souvent très affectés, très atteints sur le plan sentimental par le fait que c'est un système de bouilleurs de crue qui fait qu'il y a une liste définie de tendeurs et qui ne pourront pas transmettre leur savoir-faire aux générations suivantes. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la chasse d'un point de vue anthropologique? En ce qui me concerne, je trouve c'est cette visibilité de la mort, cette socialisation de la mort, alors que partout ailleurs dans notre société, elle est camouflée, industrialisée. Ici, elle garde une forme de dignité de cette manière, par le fait de ne pas être camouflée. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la transmission de gestes techniques, de savoirs écologiques, ce qu'on appelle les savoirs écologiques traditionnels, qui concernent les comportements des animaux, les voies de migration des oiseaux, le rapport au vent, au soleil, pour poser les tendelles, par exemple. Ça ne se limite pas aux animaux chassés, ça s'étend à tout un biotope qui est observé dans ses détails, dans sa végétation également, puisque ça va être des différentes baies qui sont utilisées dans les Ardennes ou dans les Causses pour attirer les grives. La toponymie aussi est un domaine extrêmement riche et dont souvent les chasseurs sont les dépositaires des toponymes de petits noms de lieux qui ne sont même pas enregistrés dans les cadastres et qui font l'objet d'une transmission orale de génération en génération, souvent par les activités de chasse, seul moment où des lieux désertifiés qui font l'objet d'une déprise agricole depuis des décennies, eh bien, seul moment où ils vont être à nouveau fréquentés et où un grand-père va montrer à son petit-fils, là il y a une mare, là il y a des tritons, là il y a un chemin, là il y a une coulée de lapins. Voilà, autant de savoirs informels, peu reconnus par les scientifiques, mais qui constituent de véritables savoirs vernaculaires associés à des lieux précis et qui ont toute leur valeur dans un contexte où on se rend compte que la crise écologique est avant tout une crise des rapports entre les humains et leur environnement. Là, c'est une crise de perte de transmission de savoir et de savoir-faire. Et c'est pourquoi il est particulièrement intéressant d'un point de vue anthropologique de constater des institutions, des pratiques qui contribuent à cette transmission, comme les pratiques de chasse sous leurs différentes formes. Et puis aussi, en prenant du recul, on voit qu'il y a une forme d'autonomie vivrière qui est revendiquée dans les pratiques de chasse. C'est quelque chose d'important également d'un point de vue écologique, dans un contexte de remise en cause, de crise de nos systèmes d'approvisionnement mondialisés, qui ont créé de la dépendance entre les différents pays, entre les différentes régions, et dont on a découvert, suite à la crise de la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, on en a découvert la fragilité, et c'est pourquoi il est très important qu'il y ait des communautés capables d'assurer ce qu'on appelle leur souveraineté alimentaire, par la production maraîchère, l'élevage, mais aussi la quête de ressources sauvages, notamment par la chasse. Voilà, et pour finir, je voulais juste évoquer une petite enquête que je mène maintenant, qui nous montre à nouveau les rapprochements curieux qu'on peut faire entre les Landes et la Sibérie. Vous avez une photo des Landes à gauche, de Suzan, j'étais il y a quelques jours, et une photo de Touva en Sibérie, autour du culte des fontaines, du culte des eaux sacrées. Je ne dirais pas qu'il y a un rapport historique direct et que les Landais viennent de Sibérie ou l'inverse, mais le fait est que l'eau sacrée, ça fait partie d'un rapport riche et affectif et sacré à un territoire. Et donc j'enquête là-dessus. Si vous avez des données à ce sujet, ça m'intéresserait, notamment à propos des dames qui étaient spécialistes de ces fontaines sacrées, qu'on appelait les recommandaires. On m'a dit qu'il n'y en a plus du tout dans les Landes, peut-être en connaissez-vous, ou avez-vous entendu parler autrefois, ça m'intéresserait. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette brillante intervention.